Il est 10h35. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Michael Kor, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Le Central. Le Central, c'est le commissariat central. Aux éditions Bayard Récit. Alors, le commissariat central de Roubaix. Vous êtes allé en immersion, un an d'enquête à Roubaix au sein de ce commissariat. Ce commissariat qui est aujourd'hui visité par Emmanuel Macron, son épouse, pour rendre hommage aux 3 policiers tués dimanche. Vous les aviez croisés, ces policiers ? Alors, ces 3 policiers qui sont jeunes ont été affectés à peu près au moment où moi je terminais mon immersion, donc en 2021. Donc je les ai peut-être croisés, mais ce ne sont pas des personnages principaux de mon livre. Par contre, j'ai pu échanger là, ces derniers jours avec des policiers que j'ai bien connus et qui ont tourné ces derniers temps avec eux. J'imagine l'émotion dans le commissariat. Oui, l'émotion totale. Plus que l'émotion, même. Ce qui est très étonnant, moi j'ai eu la chance en 2021 de ne pas vivre de drame de ce type, mais il y en a quand même eu, c'est-à-dire il y a évidemment les morts effectives de policiers, mais il y a aussi beaucoup plus souvent des morts potentielles. Une dalle de 23 kilos qui tombe dans une voiture, ou ce détenu qui s'échappe et qui, dans la bagarre, parvient à se saisir de l'arme d'un policier. Le coup part, heureusement ne fait pas de blessés. Et à chaque fois dans ces moments-là, ce que j'ai pu observer, c'est 2 choses. D'une part, une grande solidarité. Là, après la mort des 3 jeunes gardiens de la paix, spontanément, un grand nombre de fonctionnaires de Roubaix sont hors service, sont revenus au central pour entourer les proches, les familles, les collègues. Et aussi à chaque fois, quelque chose qui vacille, quelque chose peut-être d'un peu plus méta, c'est-à-dire à chaque fois ça questionne sur pourquoi on fait ce boulot, c'est quoi le sens en fait de ce boulot. Oui, ça c'est la question qui revient sans cesse avec le côté judiciaire du travail des policiers. Je veux dire par là que il y a l'action, l'interpellation, et puis il y a toute la paperasserie à remplir qui pèse sur le travail des policiers. En fait, moi, c'était l'intention à l'origine de ce livre. C'était, en fait, on parle tout le temps de la police, mais en fait, on comprend pas vraiment ce qu'ils font. Et l'une des choses que ce drame, je trouve, met en lumière, de façon dramatique, mais quand même, c'est l'omniprésence, quand on est policier, du rapport à la mort. En fait, quand il y a des morts, il y a toujours des policiers. Ce sont des policiers qui découvrent des cadavres. Ce sont des policiers qui, très jeunes, à 22 ou 23 ans, doivent dire à une famille, à un père, à une mère que leur fils s'est tué en 2 roues, etc. C'est-à-dire, quand on devient policier, on rentre dans un monde où la mort est omniprésente. Le drame dont on parle là, les 3 jeunes, Manon, Steven et Paul, en fait, c'est un policier qui a été le primo-arrivant. C'est souvent le cas. C'est un policier de Roubaix qui était en moto et qui allait au boulot, tout simplement. C'était sur sa route. Et après, ce sont des policiers, alors heureusement pas de Roubaix, mais qui ont été chargés de l'enquête. Comme dans Les Experts, la police technique et scientifique, là c'était Lille, puisque l'accident a eu lieu à Villeneuve-d'Ascq, et puis de toute façon à Roubaix, vous imaginez bien, après le drame, le commissariat a été mis à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on a transféré les gardés à vue à Tourcoing, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand on devient policier, on rentre dans un monde qui vraiment est coupé de notre monde habituel, où nous on a un peu plus éloigné la mort, qui aujourd'hui veille ses morts, beaucoup moins de monde, mais là non, là on peut passer parfois jusqu'à 5, 6, 7, 8 heures avec un cadavre dans un appartement à attendre que le médecin, parce que les déserts médicaux c'est aussi ça, c'est le manque de médecins pour venir constater la mort, et bien pour attendre que le médecin vienne. Voilà, et donc cette mort potentielle, cette mort que l'on constate, cette mort que l'on annonce, il y a une psy de la police que j'aime beaucoup qui me dit, en fait ça a un effet effractant pour le psychisme. Ça vient comme cambrioler la tête des policiers. Ça les transforme en des polytraumatisés. Ça entraîne des réactions violentes de la part des policiers? En tout cas, ça entraîne une gestion des émotions. Je vais répondre, mais ça entraîne une gestion des émotions qui demande une prise en charge et une discussion qui n'existe pas toujours. Pas toujours. Pour des raisons... Manque d'accompagnement psychologique. Oui, mais aussi parfois pour des raisons culturelles. Pour des raisons, vous savez... Puis matérielles. Les policiers, ce sont aussi dans la fonction publique, ce sont souvent des hommes. Et si vous preniez des hommes dans la population aujourd'hui, des hommes souvent d'une 50aine d'années, le fait d'aller chez un psychologue ou de parler de ses émotions, c'est pas toujours simple. Donc il y a ça aussi dans la police. Sur les psychologues, il faut quand même dire qu'il y a de grandes choses qui ont été faites. Par exemple, là, ça a beaucoup évolué. À Roubaix, il y a 3 ou 4 psychologues qui sont immédiatement arrivés. Il y a aujourd'hui des numéros qui existent. Dans tous les commissariats, on voit des affiches. Si vous avez un problème, parlez-en. Mais néanmoins, il faut quand même le dire, c'est une profession dans laquelle on se suicide beaucoup, dans laquelle il y a évidemment un malaise
malaise, un mal-être dans lequel c'est difficile de gérer ses émotions. Après, je dirais que ça l'est aussi de fait structurellement. C'est un métier. Emmanuel Macron parle de décivilisation, mais c'est un métier où on est confronté de plus en plus à cette décivilisation, avec une population qui finalement respecte de moins en moins le policier. C'est vrai que là... Ils vous en ont parlé ? Là, on a non seulement ils m'en ont parlé, mais je l'ai aussi constaté. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est deux choses. Là, c'est vrai qu'on est dans un accident face à un chauffard ivre qui roule à près de 120 km/h et à contresens. Moi, j'ai un policier qui a une très belle formule pour ça. Alors, vous allez peut-être la trouver un peu qu'elle élude ou je sais pas. Il me dit c'est la folie du monde. Il me dit là, on sort, on va rendre hommage aux collègues aujourd'hui, puis on va retourner dans cette folie du monde qu'on comprend de moins en moins, qui va de moins en moins bien, etc. Avec des policiers qui sont en première ligne. Je pense aussi que cette crise de sens dont je parlais, en fait, elle tient aussi à qu'est-ce qu'on leur demande vraiment aux policiers. Et trop souvent, aux policiers, on leur demande de réparer la société. Trop souvent, on aimerait que les policiers ils mettent fin au trafic de drogue, ils mettent fin à la délinquance routière, ils mettent fin aux violences faites aux femmes. Et en fait, à un moment donné, un peu de maturité dans le débat public et politique, ce serait de dire, en fait, c'est pas possible. En fait, ce qu'on leur demande, c'est pas de mettre fin à tout ça, parce que tant qu'il y a des gens qui consomment de la drogue, il y a des gens qui en vendront. Non, leur travail, en fait, c'est de contenir ce qui déborde. Voilà. Tout à l'heure, vous allez parler dans votre émission, vous allez parler de la psychiatrie. Eh ben, quand vous êtes dans les geôles de Roubaix, quand on dit qu'aujourd'hui la psychiatrie ça va moins en moins bien, quand on dit qu'après le confinement, eh bien les gens, la santé mentale des Français s'est dégradée, je peux vous dire que quand vous êtes dans les geôles de Roubaix, dans les cellules, vous le voyez ça. Et en fait, qui est-ce qui se retrouve avec tous les effets de ce qui dysfonctionne dans notre société? Ce sont les policiers. Donc à un moment donné, un débat là-dessus mature, c'est aussi de dire, en fait, ils peuvent pas seuls tout résoudre. Et je pense que monter des partenariats avec d'autres pouvoirs publics, déjà assumer ça en termes de discours politique, ça leur ferait un bien fou. Julien vous entend et a eu envie d'intervenir. Julien est policier dans l'Essonne, il a 30 ans. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bonjour, vous écoutez le discours de Michael Kor, vous acquiescez? Oui, j'acquiesce pas mal de choses. Après, ce que je pourrais rajouter, déjà... Oui. Forcément, j'ai une pensée émue moi pour mes collègues, parce que comme j'expliquais précédemment, voilà, nous quand on rentre dans la police, après on mange police, on vit police, on dort police. Nos amis sont des policiers, on est aussi peut-être issu d'une famille policière. Moi, je suis issu d'une famille de policiers, donc forcément on est affecté. On sort avec des policiers, nos femmes sont des policières, donc forcément ça nous affecte. Après, la dernière chose que je voulais rajouter, c'est qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qu'on rabâche sans cesse, c'est le problème notamment de la justice, parce que là, le scénario se répète. C'est-à-dire qu'on a encore quelqu'un qui est connu des services de police et qui après fait des victimes. On a quelqu'un qui est connu pour conduite sous produits stupéfiants et en état d'ivresse. Et ce monsieur était encore dehors, quoi. Mais ça, Jean-Jacques Bourdin, vous savez bien que ça, on se répète une fois. Oui, mais Julien, on va pas ouvrir ce débat encore une fois, parce effectivement, la conduite sous stupéfiants, on va en parler entre 11h et 12h, il y a des mesures à prendre, c'est évident, mais à chaque fois, on prend des mesures, mais Julien, je veux dire que cet homme qui conduisait sous état ivre et sous stupéfiants, on pourrait pas le mettre en prison toute sa vie. Un jour ou l'autre, même sans permis, il allait prendre sa voiture. Ah, mais bien sûr. Mais ça, c'est sûr qu'après, si ça n'avait pas été nos collègues, ça aurait été peut-être une famille, Exactement. Ça aurait été peut-être un autre chauffard. Ça, c'est une certitude. Après, c'est même sans permis, même sans permis. Vous le savez, le nombre de délinquants qui roulent sans permis en France. Mais force est de constater que c'est toujours quand même les mêmes profils, que ça soit d'ailleurs en délinquance routière ou pas, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Souvent les mêmes profils, des connus et reconnus. Alors, là, vous soulignez Michael Kor. Vous vouliez dialoguer peut-être avec Julien. En fait, ce qui est toujours... moi, pour avoir passé du temps dans des voitures à Roubaix, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'étonne, c'est pas tellement cet accident. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y en ait aussi peu de mortels, tellement la délinquance routière est quand même un problème. Et en fait, ce problème-là, mais le
fait, la drogue l'est aussi. Je veux dire, là, je sais pas exactement ce qui est, je sais pas exactement. Enfin, on sait qu'il était sous l'empire de stupéfiants, mais il était surtout très alcoolisé. Après, c'est 2 grammes 0,8. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut pas. Je pense pas qu'on puisse, même si je comprends le sentiment de Julien, je pense pas qu'on puisse se dire que c'est la réponse pénale qui devrait empêcher cette personne de prendre le volant, etc. C'est-à-dire, ça me paraît totalement illusoire. Par contre, si on prend la question de la consommation de cannabis, moi je sais qu'à Roubaix, j'ai vu une quantité de... Roubaix, c'est 75 points de deal pour une ville de 100 000 habitants. C'est l'un des points d'entrée de la cocaïne venue des Pays-Bas et de ce coin-là pour tout le quart nord-est de la France. Donc, en fait, on est dans un problème qui est extrêmement large, qui est un problème à la fois policier sur le plan des réseaux, etc., mais qui est aussi un problème de santé publique. Qui est-ce qui vend, qui est-ce qui guette sur les points de deal que l'on voit à Roubaix? Ce sont des gamins. Parfois des gamins de 12, 13, 14 ans. Et en fait, moi, ce dont je me suis aperçu et ce que je savais pas en travaillant vraiment un peu plus précisément sur ces réseaux, par exemple, c'est qu'en fait, l'un des points d'entrée dans le trafic, je dis pas que la personne au volant est un trafiquant, mais l'un des points d'entrée dans le trafic, vous allez voir pourquoi je fais ce lien-là, c'est la consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gamins en France qui commencent dès 12, 13 ans à surconsommer du cannabis. Et attention, le cannabis d'aujourd'hui, c'est plus le petit joint de 68. C'est-à-dire que il n'y a pas de dépendance physique au cannabis, mais il y a une dépendance psychologique qui peut être très très forte et qui en fait, après, développe des addictions fortes et puis développe des pratiques à risque, de la déscolarisation, etc., etc. Donc ça veut dire que, si je dis ça, c'est parce qu'avant d'avoir un problème de justice, et même avant d'avoir un problème de police, est-ce qu'on n'a pas tout simplement un problème d'éducation, un problème de prévention, tout simplement? Est-ce qu'on ne pourrait pas mobiliser l'école sur ces questions-là? Et ça, les policiers sont conscients de ça et le disent. Oui, et puis ils se sentent démunis. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des policiers à Roubaix ramasser des gamins de 12-13 ans, alors pour un vague outrage qui était sur un point de deal en train de vendre du cannabis. Et puis ces gamins, à 18-19 heures, à 23 heures, on les laisse repartir dans la ville parce qu'au niveau du département, il n'y a pas de structure pour les accueillir, pour les prendre en charge. Et donc on laisse des gamins... Et qui doit affronter finalement ces carences de la société? Le policier qui est en première ligne. Oui, alors qu'en fait, souvent, on demande aux policiers d'affronter des problèmes que politiquement, on devrait affronter. Qu'on devrait affronter ailleurs. Merci, Michael Kor. Merci. Le Central, aux éditions Bayard Récit. Je vous invite à lire ce livre.